La sécurité sociale est une vieille dame qui va avoir 80 ans cette année. C'est en octobre 1945 qu'on a pris les deux ordonnances qui créaient donc la Sécu. Et cette vieille dame est une incorrigible dépensière. Cette année, elle va verser plus de 660 milliards d'euros de prestations sociales diverses et variées. Ces dépenses, elles s'envolent hors de tout contrôle, vient de nous dire la Cour des comptes, qui juge la trajectoire financière de la Sécu insoutenable sur le moyen terme. Alors, la sécurité sociale peut-elle mourir? Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko, bienvenue sur Intéressant, ma nouvelle chaîne YouTube. On va se retrouver toutes les semaines autour d'un sujet d'actualité en version grand format pour bien prendre le temps de tout comprendre. Je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucune chronique. Vous pouvez aussi nous retrouver en audio, en format podcast. Et si c'est comme ça que vous nous écoutez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en vidéo sur la chaîne YouTube. Cette semaine donc, on parle de la sécurité sociale. Dans notre imaginaire national, la Sécu, c'est un morceau de notre patrimoine, c'est la France. Elle a ce statut non écrit, bien sûr, de bien commun à tous les Français et on l'aperçoit un petit peu comme le bras social de l'État. Alors, je vous propose un petit jeu. Si je vous demande les mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle de la sécurité sociale, spontanément, vous allez me dire santé, carte vitale, remboursement, retraite, arrêt maladie, etc., etc. Ça, c'est ce que fait la sécurité sociale. Mais si maintenant je vous demande de me parler de l'état de la Sécu, comment vous la percevez, là, ce sont des mots un peu angoissants qui risquent de sortir. Vous allez me parler de dette, vous allez me parler de déficit, peut-être aussi de fraude, qui est un phénomène majeur pour la sécurité sociale, et de déclin. Peut-être que vous me parlerez de votre inquiétude pour son avenir. Et c'est ce qui ressortait très clairement d'un sondage qui a été fait récemment par la Fondation Jean Jaurès pour une grande mutuelle française. Le trou de la Sécu, d'une certaine manière, il est entré dans nos têtes à tous et on est comme ça un peu gagné par un sentiment d'insécurité sociale. On est attaché à la Sécu, mais on a clairement des doutes pour son avenir. Et quand on y réfléchit, quelque part, c'est un comble, parce que quand on crée la sécurité sociale en 1945, le but est précisément de, je cite là les fondateurs de la Sécu, de préserver le travailleur de l'incertitude du lendemain. L'idée était d'apporter à ce travailleur et à sa famille une protection sociale la plus large possible, qui couvrirait la santé, les risques au travail, et puis l'après-carrière, c'est-à-dire la retraite. Il y avait, au moment de la reconstruction du pays, après les souffrances et les privations de la guerre, un enjeu de confiance. Il fallait redonner confiance aux Français pour qu'ils se remettent au travail, rebâtissent le pays. Les Français voulaient des coussins amortisseurs à tous les stades de l'existence, et c'est ce que leur apportait la sécurité sociale. Alors au début des années 50, le prélèvement sur la richesse nationale pour financer la Sécu, il est relativement modeste, mais il faut bien se remettre en tête à quoi ressemblait la France de 1950. Vous n'aviez pas toute l'armature de santé, l'armature médicale qu'on a aujourd'hui dans le pays. Vous aviez à l'époque, pour vous donner une idée, 30 000 médecins pour 40 millions de Français, ça faisait un professionnel de santé pour 1400 personnes. Aujourd'hui, on a 230 000 professionnels de santé, 230 000 médecins pour 70 millions de Français. Ça fait 1 pour 300. Et si vous prenez les médicaments, vous aviez quelques dizaines de références sur le marché au début des années 1950. Aujourd'hui, vous avez plus de 13 000 médicaments sur le marché, dont certains sont des traitements qui coûtent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Autre facteur, dans les années 50, c'est qu'on mourait à l'âge de 65, 70 ans. Ça voulait dire que quand vous partiez en retraite à l'âge de 65 ans, à l'époque, vous ne perceviez votre pension de retraite que quelques années. Aujourd'hui, on meurt en moyenne à 85 ans. En France, vous avez des gens qui vont passer dans leur vie plus de temps à la retraite que pendant leur carrière professionnelle. Résultat, la dépense publique sociale en 1950, elle était de l'ordre de 5 à 6% du PIB, de la richesse nationale que l'on créait annuellement. Aujourd'hui, c'est 32%, c'est-à-dire vous avez un tiers de la richesse annuellement créée qui part en prestations sociales diverses et variées. C'est un record mondial. Pour vous donner une idée plus large, la France, c'est à peu près 1% de la population mondiale, mais c'est 5% des dépenses sociales du monde entier. C'est colossal. Et quelque part, le problème de la sécurité sociale, il réside précisément dans cette réussite. Elle a formidablement réussi, ça a permis l'allongement de la durée de vie d'une vingtaine d'années en un demi-siècle, mais ça s'est fait au prix d'une explosion des comptes sociaux. Je vous le disais, la Sécu, elle va verser cette année, en 2025, plus de 660 milliards d'euros de prestations de santé, les médicaments, l'hôpital, etc., et 270 milliards de pensions de retraite de base, à quoi il faut en plus ajouter les complémentaires. Et évidemment, en face, les recettes ont du mal à suivre. Vous voyez s'afficher le solde pour chaque année de la Sécu depuis 15 ans. Vous voyez qu'il n'y a pas une seule année dans le vert. Les années les plus creuses, c'est 2010-2011, donc on est à l'époque dans la crise de la zone euro, après la crise des subprimes, et 2020,
la crise du Covid, on a sur ces années-là des déficits qui approchent des 30 milliards d'euros. Et à chaque fois, on met des années à remonter la pente avant de rechuter et jamais on ne repasse dans le vert. La dernière année d'excédent, on va dire, entre les cotisations sociales et les dépenses, c'est 2001. Ça fait donc près de 25 ans que la Sécu n'a pas eu une année non déficitaire. Et ces déficits sociaux, ils s'accumulent année après année pour former la dette de la sécurité sociale. Comme celle de l'État, c'est une dette qui roule, c'est-à-dire qu'on en rembourse une partie chaque année, on rembourse au fur et à mesure les créances auprès des emprunteurs, mais on ne solde jamais cette dette qui continue à se creuser année après année. Et l'an dernier, la CADES, donc la Caisse d'amortissement de la sécurité sociale, qu'on a créée en 1996 pour stocker cette dette, eh bien, elle gérait 157 milliards d'euros de dette. Notez que cette CADES, elle était censée s'arrêter en 2009. En 96, on croyait peut-être que c'était une mauvaise passe que l'on traversait, qu'on retrouverait une situation d'équilibre des comptes de la Sécu passée cette année-là. Bah, vous voyez, en fait, on a repoussé la mort de la CADES à 2024, son extinction, et aujourd'hui, on vient à nouveau d'en reporter l'extinction à 2033. Pourtant, elle rembourse en permanence, en empruntant sur les marchés. Comme d'ailleurs, il a fallu en 2017 marier la CADES, donc cette caisse d'amortissement de la dette sociale, à l'agence France Trésor, qui elle s'occupe d'émettre les titres de dette publique, les obligations pour l'État français. C'est plus simple sans doute de gérer les choses comme ça, de marier la dette sociale à la dette publique générale, mais oui, c'est quand même pas bon signe. Ça veut dire que la dette sociale, c'est un vase qui se remplit plus vite qu'il ne se vide. Et en effet, les dépenses de la Sécu, elles augmentent naturellement de 3 à 4% par an, et c'est insoutenable quand en face, vous alignez une croissance de l'économie qui a du mal à atteindre 1%. Vous voyez bien que ça n'est pas possible. Alors les dépenses augmentent pour tout un tas de raisons, mais principalement sous l'effet du vieillissement de la population. Plus on est âgé, plus on a de dépenses de sécurité sociale, que ce soit la santé, que ce soit l'hôpital, mais aussi parce que le grand âge crée de nouveaux besoins. C'est ainsi qu'en 2020, on a dû créer une 5e branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie, qui coûte déjà 40 milliards d'euros par an, qu'on ne sait pas vraiment où prélever. Alors l'autonomie, vous savez, c'est essentiellement donc la dépendance. Alors il faut avoir ce paramètre en tête dans le débat sur la fin de vie, parce que derrière les discours sur la liberté de s'en aller, sur le droit à mourir dans la dignité, comme disent les partisans de l'aide active à mourir, vous avez aussi une logique comptable qui est un petit peu sordide, on ne va pas se mentir. C'est pas pour rien que d'ailleurs les mutuelles sont d'ardentes partisanes de l'aide active à mourir. Elles ont pris position en faveur de cette aide active à mourir lors du débat qui avait lieu il y a quelques mois. Le résultat, c'est que la Cour des comptes, elle pensait qu'on était parvenu à stabiliser à peu près le niveau des déficits chaque année aux alentours de 10 milliards d'euros par an. Mais en fait, on n'y est pas parvenu. En 2024, on visait 10 milliards, on a eu plus de 15 milliards de déficit. Pour 2025, l'objectif, c'est 22 milliards. Et il y a fort à parier qu'on excédera ce chiffre-là, qu'on s'approchera peut-être des 30 milliards qui correspond aux pires années, je vous rappelle, de ce que l'on avait dans les années 2010. Or, si vous regardez en 2025, on n'a pas de phénomène économique particulier. La croissance est un peu atone, elle est très faible, mais on n'est pas dans des moments de crise particulière. Donc vous voyez, c'est assez inquiétant quand même d'un point de vue macroéconomique. Et le risque, la Cour des comptes l'écrit en toutes lettres dans son dernier rapport qu'elle a rendu fin mai sur l'état financier de la sécurité sociale. Elle nous dit que le risque étant que la Sécu n'arrive plus à lever de l'argent du fait de la saturation potentielle du marché d'emprunt de capitaux à court terme auquel elle doit recourir. Qu'est-ce que ça veut dire cette formule? Ça veut dire qu'il n'est pas du tout certain que les marchés financiers continuent indéfiniment de prêter aveuglément à la sécurité sociale. Je vous ai dit tout à l'heure que la Sécu, c'était la France et la protection de la sécurité sociale, c'est la signature du pays. Or, vous voyez bien ce qui se passe quand les agences de notation mettent à jour leur note de la dette publique française. Cette note, elle se dégrade petit à petit, année après année. On était AAA en 2011-2012. Aujourd'hui, l'idée est que peut-être bientôt, on va passer simple A, un vrai déclassement donc pour la dette publique française qui, à terme, pourrait par contagion, menacer le financement de la Sécu. Alors c'est dramatique et vraiment, ça questionne notre niveau de générosité sociale quand vous regardez en face votre fiche de paye. En tout cas, si vous êtes un actif, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a absolument pas de marge de manœuvre du côté fiscal. On ne va pas pouvoir indéfiniment augmenter la pression fiscale, même pour financer la Sécu. Ayez en tête qu'en moyenne, vous envoyez chaque mois à la sécurité sociale, quand vous êtes salarié, un quart de votre salaire sous forme de cotisation sociale. Sachant qu'avant cela, votre employeur, lui, il a déjà réglé entre 25 et 40% de ce qu'il vous paye brut à la sécurité sociale.
Prenons un exemple de cette double ponction qui s'opère au bénéfice de la Sécu. Pour vous verser 2 000 € par mois net, votre employeur, au départ, il a dû mettre sur la table 3 300 €. Vous en avez payé 500 en cotisation sociale, lui 800. Donc voilà le coût sonnant et trébuchant pour vous de la protection sociale. Et on peut dire que malheureusement, ce coût, il est presque invisible parce que vous n'avez pas en tête, si vous touchez 2 000 € par mois, qui est à peu près le salaire médian en France, hein, c'est-à-dire que vous avez autant de gens qui touchent plus que de gens qui touchent moins, eh bien, vous n'avez pas en tête que votre employeur, il a quasiment mis le double sur la table pour vous payer vous et pour financer votre protection sociale, c'est-à-dire la santé, les hôpitaux, les accidents du travail, la retraite, etc., etc. Tout ça participe d'une illusion, celle de la gratuité de la sécurité sociale. C'est de l'argent que l'on ne voit pas circuler et dont les sommes sont pourtant massives et colossales, comme je vous l'ai montré. C'est un problème parce que le principe de financement de la sécurité sociale, quel est-il? Et c'était en toutes lettres ce que voulaient les pères fondateurs de la Sécu. C'était la participation financière des assurés. Vous touchez des prestations parce que vous avez cotisé. Ça justifie que vous gouverniez le système, vous, assurés social, à travers vos représentants, nos représentants à nous tous, donc les partenaires sociaux, ce sont les syndicats de salariés, mais aussi les syndicats patronaux, qui sont comme ça les pilotes de la sécurité sociale. Au départ, l'État, l'administration publique sont là en tutelle de la Sécu, si vous voulez, mais de loin, ils n'interviennent pas beaucoup. Ça a beaucoup changé. Ça a changé parce qu'il y a 30 ans, aux alentours des années 1990, plus de 90% de l'argent de la Sécu, il venait des cotisations sociales, de son qu'on prenait sur le coût du travail. Aujourd'hui, les cotisations ne représentent plus que 48% du financement de la Sécu. C'est ce que nous dit le site FIPECO qui fait autorité sur les questions de finances publiques. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 90, au moment où le chômage a fortement augmenté, il y a eu un arbitrage politique pour réduire le coût du travail. Le choix qui a été fait, c'est que sur les bas salaires, on a allégé considérablement les charges patronales, c'est-à-dire la part que les employeurs envoient à la sécurité sociale sur les salaires les plus modestes. Et petit à petit, on a comme ça réduit la pression des cotisations patronales sur le travail à tel point qu'en 2022, on a atteint zéro charge, comme on dit, zéro charge au niveau du SMIC. Ça veut dire qu'au niveau du SMIC, vous envoyez, votre part de cotisation salariale, mais votre patron ne paye quasiment plus rien à la sécurité sociale. Et vous avez comme ça aujourd'hui en France, c'est le phénomène de smicardisation de la population française, de la population des actifs, 18% des gens qui travaillent qui sont au SMIC, près d'1 sur 5, c'est considérable. Ça représente 77 milliards d'euros d'argent qui ne va plus au financement de la sécurité sociale et qu'il faut bien aller chercher ailleurs. Et où est-ce qu'on va chercher cet argent d'après vous? Dans les impôts et dans les taxes. Alors le gros morceau des taxes qui vont financer la Sécu, c'est la CSG, qui est de l'ordre de 20% à peu près du financement de la Sécu, mais aussi les taxes sur les tabacs, sur les alcools. Vous avez une taxe sur les salaires, ce qu'on appelle le forfait social, qui est fléché vers la sécurité sociale. Taxe sur les assurances automobiles, sur les activités polluantes, etc., etc. Vous avez ainsi une cinquantaine de taxes et d'impôts qui sont fléchés pour toutes ou partie vers les caisses de la sécurité sociale. Vous avez aussi une part importante de TVA, et pas une petite part, hein, c'est 55 à 60 milliards de cette taxe qui est prélevée sur l'ensemble de la consommation des Français, qui part au financement de la Sécu, c'est-à-dire de l'ordre de presque 10% de son budget. Autrement dit, on fait déjà en France la TVA sociale. 50 impôts donc qui vont aujourd'hui au financement de la Sécu. Et pour être complet sur ce tableau du financement de la Sécu, vous avez aussi une part, alors moi que je qualifie de honteuse, c'est toutes ces subventions d'équilibre, comme on les appelle, subventions d'équilibre au régime déficitaire, notamment des retraites. Alors ça, c'est de l'argent que l'État directement prend sur le budget de l'État, pour le verser à la protection sociale. Pour vous donner une idée des choses, pour voir à quel point c'est considérable, vous avez en 2024 près de 400 milliards d'euros, un peu plus de 400 milliards d'euros de retraites qui ont été versées en pension à nos aînés. Eh bien, sur ces 402 milliards exactement, vous en avez 130 qui étaient des subventions d'équilibre, de l'argent qu'on est allé prendre dans les caisses de l'État, mais aussi des hôpitaux, des collectivités locales aussi, pour compléter, pour pouvoir verser ces pensions qu'autrement on n'aurait pas pu verser complètement à nos retraités. On en est là, on est obligé de déshabiller Paul
pour habiller Jacques. On prend de l'argent des caisses de l'État pour financer des pensions de retraite parce que le système de protection sociale aujourd'hui n'arrive plus à s'équilibrer de lui-même. Pour maintenir l'illusion de la soutenabilité financière du système de la sécurité sociale, c'est 14 000 € par retraité qu'il a fallu prendre dans les caisses de l'État ou dans les caisses des collectivités locales de divers organismes publics pour boucler le budget de la sécurité sociale et notamment le budget des retraites. Vous voyez, donc c'est une énorme usine à gaz budgétaire que l'État a mis en place et ça lui permet, ça justifie qu'il prenne comme ça de plus en plus de place dans le système. Et vous voyez, ça n'est pas neutre parce que quand vous remplacez de la cotisation sociale par de l'impôt et par des taxes, vous distendez le lien qui existe entre l'assuré et le cotisant. Vous passez, l'air de rien, d'un système d'assurance pour ces cotisants à un système de plus en plus d'assistance pour ceux qui en ont besoin, qui ne sont pas nécessairement des contributeurs au système de la protection sociale. Je vous donne un exemple. L'exemple extrême, c'est la C2S. Alors la C2S, on ne sait pas trop ce que c'est, mais si je vous dis CMU, la couverture maladie universelle, ça vous parle. La C2S, si vous voulez, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire une sécurité sociale de base, plus une complémentaire gratuite, une complémentaire que l'on dit solidaire. Alors, vous avez des gens qui cotisent un peu pour la C2S, mais vous avez 6 millions de bénéficiaires de ce dispositif de protection sociale, C2S, qui ne payent pas 1 centime de participation. 6 millions, vous voyez, ça n'est pas anecdotique, c'est presque 1/10 de la population française. Ça, vous voyez, ça a tendance à exaspérer tous les Nicolas de ce pays. Alors, je ne pense pas aux gens qui s'appellent vraiment Nicolas. Nicolas, c'est un mème qui circule en ce moment sur Internet qui symbolise un peu l'archétype du jeune actif, bien payé, mais hyper fiscalisé, qui a l'impression de payer pour tout le monde, et en particulier pour ses parents et pour ses grands-parents, pour tous ceux qui cotisent, mais aussi ceux qui ne cotisent pas. Et vous voyez, il y a un ferment, je trouve, de dissension sociale, de division, qui est quand même assez inquiétant, parce que vous avez aujourd'hui dans le pays des gens qui, de moins en moins, sont prêts à cotiser, qui aimeraient sortir de la sécurité sociale. En 2010-2011, vous aviez des gens qui disaient comment on fait pour sortir de la sécu. C'est très compliqué, c'est très compliqué. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Si on en est rendu là, c'est parce qu'en France, on veut le forfait maximum de la protection sociale sans en avoir plus les moyens. Et on se fait en plus de cela un point d'honneur à prendre notre part de la misère du monde. Seulement, on a conçu un système sur des bases exclusivement démographiques. Et la démographie française, elle ne suit plus. Pour vous résumer les choses, dans les années 50, on mourait jeune, donc on coûtait peu en termes de retraite. On faisait beaucoup d'enfants, donc on versait beaucoup d'allocations familiales, c'est vrai. Beaucoup de futurs actifs cotisants. Et la croissance, elle était très forte. Donc les revenus progresser vite et par là aussi les cotisations sociales. Le financement de la sécurité sociale, il était assuré et vous savez, vous connaissez ce chiffre, on disait que pour les retraites, vous aviez 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. La population française, elle a beaucoup vieilli. La pyramide des âges, dit-on, est en train de s'inverser. C'est-à-dire que cette forme pyramidale est en train de devenir une espèce de toupie. Vous avez dans le pays davantage de plus de 60 ans, ils sont plus nombreux que les moins de 18 ans. Et ça ne va pas s'arranger quand on regarde notre taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants que chaque femme fait. On est à 1,6, c'est-à-dire sous le seuil de renouvellement des générations. Ça veut dire que, sauf nouveau baby-boom dans le pays, ça n'est pas impossible que ça se reproduise, eh bien, la pyramide des âges, elle va comme ça se retourner, mettant en péril tout le système de financement de la sécurité sociale. Voilà, il y a donc de vraies menaces, d'autant que les dépenses, elles vont probablement continuer à grimper parce que le consensus, clairement, n'est pas aux économies. Prenez rien que les retraites, encore une fois, vous me dire que c'est un peu une obsession, mais c'est un peu aussi le cœur du problème. Ces 3 dernières années, on a relevé le montant des pensions de retraite par 5 fois. En 3 ans, 5 augmentations des pensions de retraite. Parce que les retraités sont la première force politique et électorale du pays. En quoi on voit qu'il y a des effets politiques de la démographie. Et aucun responsable politique n'osera se mettre à dos cette force électorale des plus de 60 ans, qui sont aussi ceux qui votent le plus, qui sont le plus engagés dans le processus électoral. Tous les politiques savent ce qu'il faut faire pour sauver la Sécu, mais aucun ne sait comment le faire sans perdre les élections. Et voilà, il est là notre drame collectif. Alors, est-ce que la Sécu peut mourir? C'est la question qu'on se posait au tout début de cette première chronique d'Intéressant. Moi, je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Une mort lente, par asphyxie financière de la Sécu, parce qu'elle veut prendre en charge, parce que nous voulons collectivement prendre en charge toutes les fragilités de l'existence, de la naissance jusqu'au décès. Et je crois vous avoir montré assez clairement que ça n'est plus soutenable. Aujourd'hui, personne n'a envie de réduire la sécurité sociale, mais on ne va pas indéfiniment pouvoir fonctionner de la sorte sans revoir notre système de financement. Alors comment s'en sortir? Bien sûr, il y a la lutte contre la fraude, mais
À l'échelle de l'ensemble du système, je vous rappelle, 660 milliards de prestations versées en 2024 et en 2025, les 10 à 15 milliards de fraudes qu'on va aller traquer sont importants. Il ne faut absolument pas banaliser ce problème-là, mais voyez que ça ne sera pas suffisant. À un moment, peut-être qu'il faudra réduire la couverture sociale, et c'est déjà ce qui se passe, l'air de rien, quand vous pensez à tous les déremboursements de médicaments qui ont lieu depuis une quinzaine d'années. Pourquoi pas aussi zéro prise en charge de la médecine de ville? C'est-à-dire quand vous allez chez votre généraliste, pas un centime pris en charge par la sécurité sociale. Ça vous paraît peut-être surréaliste, mais c'est un scénario extrême que la Sécu elle-même avait élaboré. Et on se rend compte que les scénarios extrêmes d'aujourd'hui sont les scénarios probables dans 10 ou 15 ans. Il y a enfin cette idée de transférer de plus en plus la charge des remboursements sur les complémentaires, ce que l'on fait. Ne vous demandez pas pourquoi chaque année les cotisations de vos mutuelles augmentent, c'est pour cela, c'est parce que la Sécu rembourse de moins en moins et transfère la charge financière aux complémentaires. Alors on peut aussi aller chercher de nouvelles ressources pour la sécurité sociale, mais où? Je vous expliquais tout à l'heure que sur le travail, on était déjà au taquet, ça va être dur de faire plus. Supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, comme on l'a fait depuis 30 ans, ça paraît globalement irréaliste, ça ferait exploser le coût du travail avec un risque chômage important derrière. Il a été un temps question aussi de travailler plus sans gagner plus, c'était cette idée d'une nouvelle journée de solidarité. Et enfin le scénario de repousser l'âge de départ en retraite, 65, 66, 67 ans. Ça, ce serait du sérieux, mais franchement, qui est prêt à le faire aujourd'hui dans le pays? Les Français sont radicalement contre, avec cette logique que moi, individu, je n'ai pas envie de me sacrifier pour le collectif. Mais je veux que le collectif, lui, me protège. Je veux les droits, mais je ne veux pas les devoirs. Vous voyez, c'est ce que Marcel Gauchet appelle le nœud démocratique. C'est aussi ce nœud-là, le nœud de la sécurité sociale, et c'est ce qui est au cœur de ce problème de financement de la Sécu. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre le temps de vous expliquer cette mécanique infernale du financement de la sécurité sociale. On va se retrouver très très vite. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de ces chroniques. La prochaine fois qu'on se retrouve, on va parler d'un sujet qui est une véritable bombe pour la société française. Ça va être le narcotrafic. On en parle et on se retrouve très vite sur Intéressant.